Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de cette émission que vous aimez tant et que vous appréciez beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les remarques, les suggestions, les critiques qui nous sont parvenues pour les éléments précédents. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir dans cette émission un de dignes fils du pays, un jeune entrepreneur. Il s'agit bel et bien de M. Richard Orny. Monsieur Richard Orny Impenge, il est congolais, comme je l'ai dit, il est fils du pays, il est entrepreneur, responsable de l'entreprise Finance Carbone. C'est avec lui aujourd'hui, fidèle téléspectateur, que nous allons échanger autour de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo, mais bien évidemment et aussi sur quelques divers sujets qui concernent notre pays. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus ici. Tout le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes congolais, vous êtes de la diaspora, vous êtes un entrepreneur, vous êtes ici à Kinshasa pour un bref et court séjour. Mais dites-nous d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qui M. Richard Orny? Alors, tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier de me donner cette opportunité de pouvoir échanger à la fois sur mon parcours. Mais avant vraiment de me présenter, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est le souhait, le rêve de millions ou peut-être de milliers, n'exagérons pas, de Congolais qui sont aux États-Unis, qui sont en France. Aujourd'hui, on a vraiment l'opportunité de pouvoir contribuer, de pouvoir toucher du doigt nos rêves les plus profonds. Et c'est pour ça que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Maintenant, pour de savoir qui je suis, alors par où commencer, puisque c'est vrai que j'ai un parcours à la fois professionnel, à la fois personnel, assez fourni. Okay. On va dire que je suis un jeune entrepreneur, 39 ans aujourd'hui, père de 3 enfants, et qui a le rêve de pouvoir contribuer de la meilleure des manières à son pays. J'ai, durant les 15 dernières années, travaillé essentiellement dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation, dans des grandes boîtes telles que Michelin ou en tant qu'entrepreneur, dans différents pays. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Inde, j'ai fait la Finlande, j'ai fait Israël, j'ai fait le Maroc et j'ai fait le Congo aussi précédemment, puisque l'un de mes stages de fin d'études, je l'ai fait dans une banque congolaise qui n'est plus aujourd'hui, qui s'appelait la BIAC, et ça m'a vraiment permis de coller avec les réalités du terrain. Parce que vous savez, quand on est de l'autre côté, on a une autre perception. La vision est biaisée, en bien comme en mal. Mais je pense que le plus important dans la vie, et ça rentre dans tous les cadres, c'est de se faire sa propre idée des choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous remercie encore de m'avoir accueilli ici et de me permettre de pouvoir partager mon expérience, puisque c'est quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours. J'enseigne aussi j'interviens dans différentes écoles de commerce en Europe pour justement stimuler, donner l'envie aux plus jeunes de changer le monde tout simplement. Mais à vous voir, vous êtes très jeune, permettez-moi de le dire, déjà enseignant, entrepreneur, ça fait beaucoup de choses de vous. Est-ce que vous avez quand même le temps à dispatcher dans toutes ces différentes occupations que vous avez? Alors, je vous dirais que pour un entrepreneur, son essence, c'est la passion. Quand tu es passionné par ce que tu fais, quand tu es passionné par une vision, par une mission des fois de vie, puisque ce que je fais au Congo, c'est pas seulement venir faire de l'entrepreneuriat pour faire de l'entrepreneuriat. C'est depuis que je suis petit que je rêve d'un Congo, que je rêve de contribuer au Congo. Et toutes les expériences que j'ai pu faire aux 4 coins du monde, aujourd'hui c'est un concentré d'expertise et d'expérience qui me permettent de passer de l'idée au projet. Et Finance Carbone aujourd'hui ça représente ça. Ça représente toutes ces années derrière les bancs de l'université, toutes ces années à travailler pour des grandes entreprises ou à entreprendre moi-même. Et aujourd'hui je suis arrivé à un stade de maturité où le temps n'est pas une contrainte pour moi parce que je suis passionné à la fois par l'entrepreneuriat, à la fois par délivrer de vraies opportunités pour mon pays, le Congo. Alors vous avez passé beaucoup de temps, on dirait même le clair de votre vie, en dehors du pays, dans la diaspora. Vous avez passé plus de temps en Suisse. Aujourd'hui vous êtes installé à Paris, en France. Quelle image, vous personnellement, vous avez de la République démocratique du Congo? Et on va étendre le champ. Quelle image la diaspora congolaise qui vit à l'étranger a de la République démocratique? Alors moi ça va être un peu biaisé comme réponse, puisque j'ai eu la chance ces dernières années
de quand même venir m'inspirer. Mais je dirais qu'avant cette période-là, on a vraiment une image qui est finalement reflétée par les médias ou par les réseaux sociaux. Donc, qui n'est pas forcément collée à la réalité. Okay, mais alors sans faire de langue de bois, l'image que j'en ai maintenant aujourd'hui, avec tous ces séjours, c'est l'image d'un pays prospère, l'image d'un pays aux opportunités multiples, l'image d'un pays où des gens sont ingénieux, l'image d'un pays où sky is the limit, l'image d'un pays où... Là, on devait traduire pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Sky is the limit, c'est pour dire que c'est un pays qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui vient en admettant que toutes les conditions soient mises en place pour favoriser l'entrepreneuriat, il y a tellement à faire. Donc voilà, c'est vraiment une image très positive finalement. On pourrait penser que la diaspora, non. C'est une image très positive que j'ai de ce pays. Et je suis persuadé que dans les années à venir, et encore avec tous les champs des possibles qu'il y a, on va améliorer les choses. Et nous, entrepreneurs, aux côtés de politique, aux côtés, voilà, moi je ne suis pas politique, moi je suis un entrepreneur et fier de l'être, et je marque ma différence. On va réussir à construire l'écosystème qui va nous permettre de mettre finalement le Congo à la place qu'il mérite dans le jeu mondial. Alors, nonobstant le fait que vous avez vécu plus de temps à l'étranger ou à l'extérieur du pays, vous êtes de la diaspora, mais on sent en vous cette fibre patriotique qui inspire même confiance par rapport à d'autres investisseurs, à d'autres entrepreneurs étrangers ou congolais qui sont à l'extérieur et qui voudront investir ici. Alors je voudrais qu'on parle quand même de l'entrepreneuriat congolais. Vous êtes entrepreneur, vous avez passé beaucoup de temps à l'extérieur, comme on l'a dit, mais quelle perception avez-vous du secteur de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est une très très bonne question. Je dirais que au premier abord, on pourrait se dire, bon, et puis ça c'est de manière globale en Afrique, ça peut être réticent pour des investisseurs, ça peut être réticent pour les bailleurs de fonds. Mais vous savez, en Europe, pratiquement tout a déjà été fait. Tout est fait, tout est structuré, tout est calé. Et est-ce que l'Afrique, et plus précisément le Congo, doit bâtir son avenir sur les mêmes bases? On voit déjà que ce n'est pas possible. Rien que par rapport au climat, au réchauffement climatique, on ne pourra pas construire le même monde. On en parlera parce qu'il faut préciser que nous tournons cette émission aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est le 5 juin 2024. C'est la journée internationale de l'environnement. Alors vous êtes aussi, on peut le dire comme ça, expert dans le secteur de climat. On va en parler, mais on revient d'abord sur l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et donc je dirais que pour l'entrepreneur, plus il y a de problèmes à résoudre, plus il va prendre plaisir à créer des solutions qui vont résoudre ces problèmes. Un entrepreneur, c'est simple finalement. Il va détecter un problème qui va intervenir pour une entreprise, pour un particulier, et il va essayer d'y mettre à côté la solution adéquate qui va permettre de maximiser quand même son gain. Il va monétiser un service, mais il part quand même de la base, c'est le problème que va rencontrer un client. Donc je pense que c'est un champ énorme pour les entrepreneurs. Et maintenant, ce qui va manquer, c'est justement cette connexion entre des personnes de la diaspora et des personnes qui sont locales. Puisque ce qu'il faut se dire, là je vais parler pour des gens de la diaspora, il ne faut pas venir à Kinshasa ou au Congo avec l'arrogance de se dire parce qu'on est en Europe, on connaît tout et on va tout faire. C'est le mauvais chemin. Moi je suis venu ici avec toute l'humilité parce que je sais que j'ai beaucoup à apprendre, notamment des entrepreneurs locaux. Donc c'est vraiment la conjonction de l'intelligence, de la maîtrise du terrain, des entrepreneurs locaux conjugués à l'expertise, l'intelligence des développeurs de diaspora qu'on va réussir à créer le meilleur Congo. Il ne faut pas se mentir. Et développer le pays. Et développer le pays par extension. Donc voilà, je pense que l'entrepreneur au Congo doit être boosté et on est là, on prend notre part de responsabilité en termes de diaspora. Il y a pas mal de choses qui se font. J'étais invité à pas mal d'événements ces 2 derniers jours, notamment à Silicon Village, où ils sont en train de booster des startups. Voilà, il y a le noyau pour construire quelque chose de grand et croyez-moi, on va tout faire pour que ça soit quelque chose de grand dans les mois, dans les années à venir. Alors, en vous entendant parler, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pratiquement la voie obligée par laquelle il faut créer une nouvelle classe, une classe moyenne. Parce qu'il faut reconnaître qu'au Congo,
Ça, c'est connu de tout le monde, ce n'est un secret de Polichinelle. Nous avons deux classes sociales. Il y a les nantis, les personnes qui vivent dans la richesse et l'abondance, mais il y a aussi la classe ouvrière, qu'on peut appeler comme ça, la classe pauvre. Aujourd'hui, pour beaucoup, pour plusieurs, l'entrepreneuriat, c'est pratiquement cette voie-là par laquelle nous allons pouvoir mettre en place une classe moyenne. Beaucoup de jeunes vous suivent, beaucoup de jeunes s'inspirent de vous déjà et qui voudront emboîter le pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce qui concerne ce souci-là de pouvoir devenir entrepreneur? Quelles sont les difficultés auxquelles vous, personnellement, vous êtes passé, auxquelles vous êtes confronté pour arriver à s'épanouir comme entrepreneur? Alors c'est vraiment une très très bonne question. Je dirais que la première chose, et peu importe l'entrepreneur où il se situe dans le monde, le nerf de la guerre, et ça je ne vais pas vous l'apprendre, c'est le financement. Sans financement, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, à un moment vous avez besoin de passer à l'échelle. S'il n'y a pas de financement, ou s'il n'y a pas dans la famille quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent et qui croit en votre projet, c'est pas prêter pour prêter, c'est prêter parce qu'on croit en votre projet, ça sera limité. Donc pour moi, c'est pour ça qu'en venant entreprendre au Congo, je me suis focalisé sur un élément qui est important. Aujourd'hui, le Congo, avec sa biodiversité, avec sa faune, avec sa flore, avec ses plus de 2 350 000 km², avec ses terres arables, essayons de réfléchir un peu hors de tout ce qui a drivé notre économie jusqu'à présent. Oui, on a du diamant. Oui, on a du coltan. Très bien. Okay. Moi, volontairement pour cette émission, je vais éviter d'en parler. Okay. On en parlera certainement dans d'autres occasions. Avec plaisir. Aujourd'hui, on a la possibilité, en tant que pays solution, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le pays solution pour le Congo. On est un pays solution dans le sens où on a tous les minerais qui vont permettre de faire cette transition énergétique, d'avoir des voitures électriques, d'avoir des iPhones, hein, pour faire un peu de polémique, hein, avoir des iPhones, de pouvoir finalement nourrir la transition énergétique dans les pays riches. On s'en note ça. D'un autre côté, on a le bassin du Congo avec nos forêts. Donc on a vraiment tous les éléments pour être un leader mondial, je pèse mes mots, un leader mondial de la transition écologique ou de l'économie verte. Maintenant, à nous d'en être conscients déjà, avant de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Il faut que de tout en haut jusqu'à tout en bas, on soit conscient de la chance, et je dirais bien la chance qu'on a d'être congolais. Peut-être qu'on ne le ressent pas, tout le monde ne le ressent pas à ce moment. C'est le paradis sur terre. C'est un scandale géologique. Exactement, exactement. Donc maintenant, je reviens à la question, le financement, c'est le nerf de la guerre. Et ce que j'essaie de faire, ce que je fais avec Finance Carbone, c'est capitaliser sur l'ensemble des flux financiers attraits au climat, donc tout ce qui va être finance verte, et d'essayer de les rediriger vers des entreprises, donc des entrepreneurs congolais, qui vont initier des projets de développement qui vont être durables. On ne peut pas recréer le monde ou le Congo comme a été créé Paris ou Rome. Non, parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont obligés de déconstruire ce qu'ils ont fait parce qu'ils polluent tout à cause du réchauffement climatique. Et c'est deux contextes différents. Et c'est deux contextes différents. Mais on doit innover et créer notre pays avec nos valeurs, avec notre économie, avec notre approche, plutôt que d'être limité, d'avoir ces pensées limitantes. Mais comme eux ils construisent des ponts comme ça, nous on doit faire des ponts comme ça. Non, peut-être que nous, entre Congolais, on va réfléchir avec nos ingénieurs, peut-être se dire qu'on a cette matière-là qui est juste là. Pourquoi on va aller importer des choses? Non, justement. On va expertiser, on va se dire peut-être pour que ça soit plus écologique, on va prendre cette matière-là, les maisons elles ne seront peut-être pas en béton, mais arrêtons de penser... voilà. Essayons de regarder avec un pays qui fait 2 375 000 km². Un pays continent. On a bien des matières qu'on peut utiliser différemment. On n'est pas obligé de recréer le monde tel que d'autres civilisations les ont créés. Et c'est vraiment cet attachement à l'innovation, à l'entrepreneuriat, qu'il faut insuffler dans toutes les sphères de l'économie. Que ce soit les professeurs d'université, les élèves, les ministres, les entrepreneurs, tout le monde doit réfléchir, comme disent les Anglais, out of the box. C'est-à-dire que pas réfléchir parce que ça a toujours été fait comme ça. Non, on peut faire à notre manière encore mieux. Alors, M. Richard Orny, mesdames et messieurs, je rappelle que j'ai le privilège de recevoir dans cette émission M. Richard Orny Ipenge. Il est entrepreneur, professeur d'université, manager et puis responsable de l'entreprise
finance carbone, on va en parler d'ailleurs tout Et à l'heure, congolais. et congolais surtout. Alors c'est très important cette précision, mais vous l'avez si bien dit aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un champ propice pour faire de l'entrepreneuriat, mais malgré les potentialités, malgré les diversités culturelles, de richesses, de ressources que regorge la RDC, mais l'entrepreneuriat, le secteur de l'entrepreneuriat peine encore à décoller. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, exactement, pour permettre à ce que ce secteur de l'entrepreneuriat puisse s'éclore et se développer? Alors, c'est une très bonne question, mais elle est plurifactorielle, si je puis m'exprimer ainsi. Il va y avoir un premier volet, et ça c'est tous les pays, c'est la base du développement, c'est l'éducation. Il faut que dans l'éducation, on apprenne à nos enfants tout petits. Ça ne sert à rien de leur dire tout le monde va être avocat, tout le monde va être économiste. Arrêtons avec ça. Apprenons-leur des métiers très spécifiques où ils vont rencontrer des problèmes et ils vont innover. Donc il faut même que tout petit, on arrête de faire passer que tu as réussi ta vie uniquement parce que tu es économiste. Non, il faut des métiers actuels. Aujourd'hui, si je suis plombier dans une ville comme Kinshasa, j'ai beaucoup plus à me faire une entreprise dans la plomberie d'argent que je sais peut-être un avocat. Parce qu'il y a un besoin qui est latent. Donc il y a vraiment déjà premièrement ce problème d'éducation. Tout petit, leur montrer à réfléchir au-delà de ce qu'ils ont vécu, à les forcer à... C'est un peu comme les anglo-saxons, ils sont pragmatiques, ils vous focalisent sur un domaine précis. Ça, c'est malheureusement l'héritage qu'on a reçu. De la Belgique. Quand on regarde, sans critiquer pour autant la Belgique, mais quand on regarde le modèle anglo-saxon et le modèle plutôt francophone, on voit que le modèle de réussite pour un francophone, c'est très bien, c'est un bon métier, c'est peut-être d'être ministre ou d'être économiste. Trop classique. Trop classique. Là où, pour les anglophones, ça va être d'être un Dangoté. Ça va être de make money, tu vois, donc de faire de l'argent. Donc voilà, il faut vraiment que, premièrement, on passe par l'éducation. La deuxième chose que je dirais, il faut des success stories à la congolaise. Quand je dis congolaise, congolaise. J'insiste bien là-dessus. Il faut que le jeune Congolais qui va voir un entrepreneur, peut-être que ça sera moi, peut-être que ça ne sera pas moi, c'est pas mon problème, j'ai pas de problème d'ego. Si c'est un autre Congolais qui réussit et qui arrive à entraîner derrière lui toute une jeunesse, je serai aussi heureux. Ma mission sur Terre pour le Congo aurait été achevée. Mais il faut des rôles modèles. Il faut des gens qui, à un moment donné, il faut à un moment que ce soit même l'État, que ce soit, puisse s'appuyer sur des entrepreneurs qui ont réussi et qui vont entraîner la jeunesse. Parce que sinon, on sera que sur des fantasmes, que sur des... On est un pays solution, mais la phrase pays solution ne nourrit pas les ventes. Ne nourrit pas les ventes. Donc à un moment, il faut passer à des choses concrètes et il faut justement qu'il y ait des entrepreneurs qui puissent le faire. Et le troisième élément, pour terminer sur cette question, je reviens encore là-dessus, c'est financement. Il n'y a pas de développement sans financement. Et il n'y a pas d'entrepreneuriat aussi sans financement. Exactement. Et je dirais même un quatrième point, c'est l'énergie. C'est pour ça moi je suis sur le créneau de la finance climat, qui va permettre de venir financer des projets aussi d'énergie, peut-être décentralisés, parce que, retenez bien cette phrase-là, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Si tu n'as pas d'énergie à un moment donné, tu peux avoir tout 2 350 000 km² de tout, mais comment tu vas faire pour que tes entreprises produisent, puissent envoyer? Donc à un moment donné, il faut passer par les bases, éducation, énergie, rôle modèle et financement. Alors, monsieur Richard, je voudrais maintenant qu'on puisse quand même parler de votre entreprise. D'abord, pourquoi l'avoir nommé Finance Carbone? Très très bonne question. Finance Carbone pour la contraction de deux choses. Finance et carbone. Finance qui fait référence à toute l'activité qui va permettre à une économie de pouvoir irriguer tout son tissu économique, tous les acteurs. Et carbone pour faire référence justement à cette finance climat qui prend maintenant comme étalon le carbone, la tonne de CO2, pour pouvoir préfinancer des projets. Donc pour moi, je trouvais assez intéressant d'allier les deux, et c'est vraiment au cœur de ce que mon entreprise fait. C'est vraiment la mission de l'entreprise, c'est de permettre de financer un maximum de projets bas carbone en mettant en relation des banques dans les pays en développement avec des banques, des acheteurs finalement dans les pays développés, pour permettre de sécuriser, de rendre transparent cette transaction et de permettre de financer tout ou partie
de projets au niveau local. Moi, je voudrais que vous puissiez expliquer ça en des termes un peu plus clairs. Je sais que je suis en face à un professeur d'université, un scientifique, un chercheur, mais pour le petit peuple, la population lambda, comme on le dit, de quoi s'occupe-t-il Finance Carbone? Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre entreprise? Alors, concrètement, je vais vous donner déjà l'image globale. Aujourd'hui, on a un problème qui touche tout le monde. Tous les pays dans le monde, toutes les populations dans le monde, on a une planète qui est en train de se réchauffer. Avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Et ce qui va venir peut-être atténuer, réduire les émissions de carbone, finalement la pollution, c'est par exemple la quantité d'arbres que vous allez avoir. Parce que l'arbre, en plus on est là, va séquestrer. C'est-à-dire que quand il y a de la pollution, il va séquestrer le carbone en dessous, donc ça va éviter le réchauffement. Donc moi ce que je fais, c'est tout simple. Dans les pays occidentaux, on a tout fait, on a tout construit. Donc il y a de la pollution, les entreprises polluent. Avec l'émission de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet, les entreprises elles polluent. Okay. Donc il y a des lois qui sont rentrées en vigueur pour leur dire ok, maintenant on a signé les accords de Paris. Donc c'est pour ça qu'on fait les différentes COP28, la COP28. On a un objectif, c'est que d'ici à 2050, la température de la planète ne doit pas surpasser les 1,5 degrés. Pour faire ça, les entreprises dans les pays développés ont une trajectoire à avoir. Et nous aussi, on a d'autres. Donc nous, ce qu'on fait simplement, c'est que plutôt que ces entreprises-là payent des amendes parce qu'elles ont trop pollué, on leur dit, écoutez, dirigez cet argent-là vers Finance Carbone. Et nous, on va permettre aux entreprises congolaises qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin d'énergie, mais on ne va pas leur faire de l'énergie, on ne va pas leur mettre des trucs au fuel. On va leur mettre de l'énergie renouvelable. Il y a aussi tout ce qui va être les foyers améliorés. Okay, plutôt que les gens ils coupent plein d'arbres pour faire la nourriture, on va essayer de travailler sur des foyers améliorés qui permettent d'utiliser le moins de bois. Et tout ça, ça va permettre de financer finalement le petit commerçant. La maman, voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire à une échelle au départ plutôt grande entreprise, moyenne entreprise au niveau du Congo, mais avec le temps, ça va pouvoir venir irriguer l'ensemble des différentes couches, on va dire, de la société. Et c'est qu'une partie. Moi, mon ambition, c'est vraiment de changer aussi le monde à ma façon. Exactement. Et de voir un monde différemment. Et de contribuer aussi. Exactement, financer différemment. Ça, ce n'est que le début et peut-être la première étape, le premier étage de la fusée. Mais derrière, on va faire en sorte que le développement durable soit inclusif. Très bien. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. On parle de la RDC comme pays solution dans tous les sommets climatiques où on parle de l'environnement. Il a été même, vous l'avez si bien dit, évoqué que tous les pays pollueurs puissent financer des pays non pollueurs comme la RDC, mais ça souffre d'application ou d'applicabilité. D'après vous, qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire ou peut faire à travers notamment ce qu'elle regorge comme potentialité? Vous avez parlé de 50 000 hectares de terres arables. Nous sommes le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Nous avons une biodiversité énorme et vraiment impressionnante. Nous avons la forêt équatoriale. Nous avons des cours d'eau, j'en passe. La RDC dispose de beaucoup de ressources qui viennent en appui contre le réchauffement climatique, mais nous n'en tirons pas profit. D'après vous, qu'est-ce que le Congo doit faire pour profiter de toutes ces richesses, puisqu'il contribue pour apaiser un peu la situation au niveau international? Alors, je n'aurai pas la réponse toute faite, puisque c'est vraiment une question qui fait appel à la fois de la géopolitique, de l'économie, de la technologie, de la diplomatie. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en considération. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est que pour que tu sois crédible au niveau international, donne-toi les moyens d'être crédible déjà en interne. Okay. Pousse les meilleurs experts, montre que tu maîtrises ton sujet, entoure tes équipes de gens compétents. Je pense qu'il y a déjà une première autocritique à faire. Je ne remets pas en cause ce qui est en train d'être fait actuellement. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Je donne juste les guidelines qui, moi, sont importantes. On est dans le concert des nations, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a des standards. Il y a des standards de documentation, il y a des standards de reporting. Donc toutes ces choses-là, il faut vraiment qu'on mette en avant aussi les experts qui le font.
il faut qu'on montre patte blanche, si je puis dire, aux institutions internationales pour dire on est conscient qu'on est un leader dans cette nouvelle économie. Et regardez, nous, chez nous, tout est clean. Je pense à partir du moment où tu as fait tout ce travail-là, que tu as une expertise, que tu as professionnalisé ton envie d'aller conquérir, d'aller récupérer ce qu'on te doit finalement, puisque les terres, on est né comme ça, on est né avec plusieurs richesses. Avec plusieurs richesses. Le sol et le sous-sol. Je pense que c'est plus facile d'aller bousculer, s'il le faut, ces institutions pour que les choses voient le jour. Donc c'est vraiment, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut se professionnaliser, montrer qu'on maîtrise notre sujet et les choses iront dans le bon sens. Parce qu'il faut reconnaître, aujourd'hui, c'est pratiquement un paradoxe par rapport aux richesses que dispose la République démocratique du Congo. Mais si on voit la vie de la population, il faut reconnaître que ce n'est pas encore ce que souhaiteraient avoir plusieurs compatriotes congolais. Mais aujourd'hui, je voulais le dire, c'est la journée internationale de l'environnement, 5 juin 2024. Que vous inspire cette date? Que vous inspire cette commémoration? Cette commémoration, je pense que la population mondiale n'est pas encore consciente du challenge qui va arriver dans les années. Et du danger qui puisque je pense que tant que le réchauffement climatique n'aura pas frappé de plein fouet, vraiment de manière significative, les zones et les personnes, vous savez, c'est toujours comme ça dans la vie. C'est toujours, quand on est au bord du précipice, on dit « Ah, mais si je savais ». Les conséquences corrigent mieux que les... Exactement. Mais je pense qu'il y a quand même une conscience mondiale qui est en train de vraiment se mettre en marche. Une synergie. Et donc je pense que c'est important, c'est une journée qui marque vraiment à la fois l'attachement des populations, des États à l'environnement, mais c'est une journée qui, avec les années, permettra aussi d'être un marqueur, un temps fort, pour dire ok, chaque année on va faire comme, c'est un peu comme les COP. On va faire des COP, on va célébrer cette journée, mais comment a-t-on avancé si on fait rétrospectivement par rapport à l'année dernière? Donc ça va être un marqueur à la fois pour le Congo, à la fois pour tous les pays dans le monde. Donc moi je pense que voilà, c'est vraiment une journée où on doit lâcher les chevaux et se dire que voilà, maintenant on a un problème qui prend tout le monde, toute la planète, et il faut qu'on avance ensemble. Donc ce sera un marqueur pour vraiment créer des synergies. Et là on parle du Congo, mais on ne va pas régler ce problème-là tout seul. On a nos voisins aussi avec lesquels on devra traiter de ces problèmes-là, et même au niveau du monde entier. Donc voilà, c'est une journée positive dans laquelle il faut marquer des avancées, mais surtout ne pas oublier qu'on fait ça parce que derrière c'est un danger qui guette pour tout le monde. Voilà, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé environnement, mais je sais que vous êtes aussi passionné par un secteur, il s'agit du secteur de l'agriculture, c'est même le pilier, le levier par lequel la RDC peut aussi se développer, parce que la RDC dispose, le Congo dispose de plusieurs espaces, des hectares libres qui sont pratiquement inexploités, on peut en profiter pour faire de l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez du secteur agricole congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le reconnaisse, si nous exploitons à 100% ce secteur, nous n'aurons même plus à importer certains produits de l'extérieur, nous aurons plus faim parce que il y aura une production agricole intense qui va nous permettre non seulement de pouvoir nous-mêmes nous s'auto-alimenter, mais également d'alimenter d'autres pays voisins notamment et des pays très lointains. Qu'est-ce que vous pensez du secteur agricole en RDC? C'est une très très bonne question. Le secteur agricole, c'est un des piliers, parce que pour lutter contre même les objectifs des Nations Unies, les ODD, la famine, c'est l'un des principaux marqueurs pour ces ODD-là. Donc je pense que l'agriculture, elle ne s'est pas décorrélée avec ce que j'ai dit précédemment. On sera obligé de passer par de l'énergie. Parce que sans énergie, on ne pourra pas faire ça. Et donc, l'agriculture, ça me passionne parce que pour moi, c'est le premier levier qui va permettre de sortir les gens d'une misère, des fois qui est très profonde. Et de la faim surtout, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Exactement. Mais en même temps, sans énergie, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ce secteur-là? On va retourner à la même chose. Il y a le financement, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi un changement de mentalité. Et ça, je le dis vraiment à vos auditeurs, la perception qu'on a de celui qui va faire de l'agriculture, même là-bas en Europe, la perception qu'on a quand on dit mais tu vas aller faire un projet d'agriculture
au Congo. Pourquoi agriculture? Ça là. C'est toujours... ça la bilanga. On minimise un peu. On minimise, c'est alors que péjoratif. c'est vital. Alors que c'est vital. Alors qu'un pays comme le Congo, ça devrait être le premier moteur de notre économie. Exactement, ou le premier pays agricole. Agricole, puisqu'on a l'espace, on a les terres arables. Donc je pense qu'il y a vraiment déjà à travailler sur les mentalités, c'est ça. À valoriser cette profession. C'est la création de l'emploi aussi. Exactement, à valoriser cette profession. Et en valorisant cette profession, en attirant de plus en plus de finances climat, parce que là aussi, l'agriculture doit changer. On doit pouvoir faire ce qu'on appelle de l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire que tu vas planter mais de manière intelligente, pour pas que ça bousille avec des pesticides, tout ça. Donc on doit faire le saut, pas faire l'agriculture telle que peut-être en Europe l'ont fait et qu'ils ont détruit tout leur sol, mais que de manière à contribuer quand même, on est la journée de l'environnement, à maintenir notre faune et notre flore. Notre écosystème. Notre écosystème, on doit le faire différemment. Donc vraiment, changer les mentalités, le financement et les entrepreneurs en porte-étendard pour aller chercher toutes les zones d'opportunité de croissance. Alors lentement mais sûrement nous chutons à la fin de cet entretien si enrichissant. Et je suis sûr que même les téléspectateurs partout où ils nous suivent, ils sont très contents par rapport à cette qualité du débat et de votre intervention. Je vais quand même donner un mot de la fin pour aujourd'hui, mais on va se retrouver certainement après. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou lancer comme message? D'abord, premièrement, aux autorités congolaises en ce qui concerne le secteur de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, aux entrepreneurs qui œuvrent déjà, qui se sont lancés dans ce domaine, comme vous. Et troisièmement, aux jeunes qui s'inspirent de vous, qui voudraient un jour devenir comme vous, qui voudraient se lancer dans le secteur entrepreneurial, à ces trois catégories de compatriotes congolais, même ceux de l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? Alors, je vais commencer d'abord par ce qui, à mon sens, et par rapport à ma vision, à mes valeurs, est le plus important. Le plus important, c'est ceux qui vont faire le Congo du demain. C'est les jeunes. Les jeunes, la jeunesse. Alors, moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que je suis conscient, j'arrive pas d'Europe en me disant non, je suis conscient des réalités du pays. Je suis conscient que la vie n'est pas facile. Mais ce que j'aimerais leur dire, c'est que on a de la chance d'être congolais. Alors peut-être certains diront, mais lui il dit ça, il a une montre, il est avec son costume, tout ça, tac. Je sais que ça peut être perçu de cette manière-là. Non mais c'est ça même le patriotisme. Exactement. Mais moi je parle vraiment avec le cœur. Je parle avec le cœur d'un enfant qui a grandi en Europe, mais qui depuis ses 5 ans, je vais vous raconter une petite anecdote qui va peut-être bien matérialiser. Quand j'avais 5 ans, donc j'étais en Europe avec mon père et on regardait la télé. Et on a des reportages sur le Congo, sur l'Afrique, avec des enfants qui, voilà, très tristes. Et très jeune, je dis à mon père, mais j'espère que quand je serai grand, dans mon pays, le Congo, il n'y aura plus d'enfants comme ça qui meurent de faim, qui ne mangent pas à leur faim. Et j'en parle même avec beaucoup d'émotion. Il n'y a pas plus de 2-3 ans, alors que moi, l'enfant de 5 ans a grandi. Et ma fille, 5 ans, comme moi à l'époque, me dit, papa, je regardais le Congo, du débat à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire au Congo, tout ça. Parce que j'ai un père qui est très engagé, qui aime son pays et qui a toujours transmis ça à ses enfants. Ma fille me pose la même question. Là, je vous dis... Vous avez eu la chair de poule. Chair de poule. Mais c'est très interpellateur. Chair de poule. Je me suis dit donc, c'est-à-dire qu'il s'est passé 34 ans entre le moment où j'ai posé la question à mon père et là. Et je dis parce qu'on attend que ça vienne, que quelqu'un le fasse. Non, ça veut dire que 34 ans après, ça n'a pas changé la situation. Pas que ça n'a pas changé, mais c'est que... Ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'est pas amélioré. Ma fille m'a reposé la même question. Donc elle a été interpellée avec son innocence d'un enfant de 5 ans, de la même manière que vous. Tout ça pour dire que l'État ne peut pas. L'État a besoin d'alliés qui vont être les entrepreneurs, qui vont être les associations, pour construire une stratégie qui va le mener à ses objectifs. Très bien. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors, c'est toujours facile de dire, mais ils font pas ça, ou ta. Mais si chacun prend ses responsabilités, je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir avoir un Congo grand dans les mois, dans les années à venir. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais faire passer comme message aux jeunes. C'est difficile, mais croyez au potentiel de votre pays. Aux entrepreneurs qui ont un peu réussi, qui ont déjà réussi, on a des entrepreneurs qui ont réussi. S'il vous plaît,
accompagnez le petit jeune. Donnez la chance aussi aux Donnez la autres. chance. Prenez même 1 heure par semaine. Vous prenez un petit, vous lui montrez comment vous allez faire. Vous l'encadrez aussi. Vous l'encadrez. S'il réussit bien, ça fait quoi? Vous lui donnez 1 000 $ pour qu'il lance son business. Ça fait quoi? On ne peut pas tout prendre pour nous. Il faut aussi initier les gens. Exactement. Il n'y a pas de succès sans successeur. Exactement. Et aux autorités? Et aux autorités, je dirais, moi, j'ai quitté mon Europe pour venir ici à Kinshasa 1 fois par mois pour l'instant. Très honnêtement, si j'étais juste égoïste, j'ai étudié dans les meilleures universités, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai conseillé des dirigeants. Voilà, je suis reconnu pour mon expertise, pour ma pertinence, pour ma capacité à gérer des business. Vous pouvez dire que pour vous, ça va, c'est fini. Exactement, j'aurais pu. Mais non, j'ai ce truc, cette boule que tous les Congolais, je sais que ça va faire la chair de poule, de se dire non, est-ce qu'on va nous laisser l'opportunité de venir dans nos pays et de faire des choses? On ne vous demande pas, aux autorités, de nous favoriser. On demande juste qu'on puisse, nous, en tant qu'enfants du pays, avancer et faire des choses. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là que j'aimerais terminer. Mais je suis persuadé, sur une note positive, que les choses sont en train de se mettre en place, que la direction qu'on est en train de prendre est bonne, que la diaspora et la population locale vont se retrouver dans le bon, dans les bonnes valeurs, et qu'on va tous ensemble réussir à porter le Congo pour qu'il devienne prospère, et surtout pour que le développement soit durable et inclusif. Je sais que vous n'avez pas trop parlé politique, mais moi je voudrais aussi faire un plaidoyer, demander aux autorités congolaises de faciliter aussi la tâche aux entrepreneurs, aux investisseurs comme vous. On sent en vous cette fibre patriotique qui vous anime. Vous avez tout laissé, tout abandonné, venir ici et vous voulez vous installer, investir ici pour permettre au Congo de se développer. Après, excusez-moi de vous couper, je n'ai pas tout laissé, tout abandonné là-bas. Oui. Justement, et c'est ça la force du diaspora. Voilà. J'ai capté l'expertise. L'expertise occidentale et que vous voulez que cela puisse profiter. profiter. Créer des ponts entre l'Occident et le Congo, mais des ponts dans lesquels le Congo ne se sent pas lésé. Des ponts dans lesquels on est gagnant-gagnant, dans lesquels l'intérêt du Congolais, du peuple congolais, de la nation congolaise, de l'État congolais, des entrepreneurs congolais est la priorité. C'est juste ça. Voilà, c'est par ce mot que se termine cette émission. Monsieur Richard Orny Ipengue, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que nous avons reçu pour vous dans cette émission Monsieur Richard Orny Ipengue. Il est responsable, patron, je dirais même DG, CEO de l'entreprise Finance Carbone. C'est un Congolais, un entrepreneur congolais, un professeur et un fils du pays qui aime sa nation, qui aime sa patrie, qui veut investir et se lancer dans l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Si cette émission vous a plu, mesdames, messieurs, dites un grand merci également à Adi Donchabou du côté de la technique et à Persim Benza qui nous ont accompagnés du point de vue de la technique pour la réalisation et la conception et même la matérialisation de cette émission. Merci une fois de plus d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est donc pris pour un autre numéro avec un autre invité à la même heure, sur la même chaîne et bien évidemment avec le même plaisir. Merci et au revoir. Au revoir. Voilà, se saluer.